Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Agence française de développement. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette rencontre du développement consacrée et au cours de laquelle nous accueillons Stéphanie Stancheva que je vais présenter dans quelques instants. Donc, je suis Thomas Melonio, le directeur de l'innovation, de la stratégie et de la recherche à l'AFD. Et cette rencontre s'inscrit dans un cycle régulier où nous accueillons des auteurs, des autrices importantes qui travaillent sur les sujets de développement. Pourquoi cette rencontre? Eh bien, il y a quelques semaines, Stéphanie Stancheva a publié avec des co-auteurs, elle va nous en parler, une étude importante basée sur une grande enquête qui a interrogé jusqu'à 40 000 personnes pour s'interroger sur les obstacles aux transitions environnementales, l'économie politique de ces transitions. Et on s'est demandé, enfin, d'abord, on avait envie de l'entendre présenter cette étude, première chose, et deux, de lui demander comment cette étude pouvait avoir une influence, un impact ou tirer des enseignements pour les agences de développement et plus généralement pour le financement du développement. Voilà le pourquoi de cette rencontre. Nous allons être ensemble pendant à peu près 1 heure et demie avec une présentation qui va être faite par Stéphanie Stancheva et ensuite vous pourrez échanger à travers un fil de discussion qui est présent sur notre interface. Alors en quelques minutes, je vais présenter Stéphanie Stancheva qui a un parcours et une formation très internationale qui l'a amenée en Bulgarie, en France, au Royaume-Uni, en France à nouveau. Et depuis 2014, Stéphanie, vous êtes enseignante à Harvard et professeure depuis 2018. Vous avez été récompensée à quelques reprises, notamment du prix du meilleur jeune économiste en 2019. Et vous avez travaillé sur un certain nombre de thématiques qui d'ailleurs vont être évoquées dans votre propos du jour, en particulier sur la fiscalité, avec des travaux plus théoriques, sur la fiscalité optimale par exemple, mais aussi beaucoup d'interactions entre des éléments théoriques et les politiques publiques, et parfois les opinions publiques. Vous allez nous en dire un mot dans quelques instants. Et vous intéressez beaucoup à ce lien entre les citoyens et leurs politiques publiques, la manière dont ces politiques peuvent être conçues, mais aussi menées à terme et à bon port, j'allais dire, lorsqu'elles sont bien conçues et lorsqu'elles sont acceptables. Donc, dans un article dont la dernière version date du 5 septembre dernier, donc qui est encore très récent, vous publiez donc sur la lutte contre le changement climatique, les réactions et comportements des citoyens face aux politiques climatiques à l'échelle internationale. Donc, comme je le disais il y a quelques secondes, elle s'appuie sur de nombreuses enquêtes qui ont été menées dans des pays développés, mais aussi, ça nous a beaucoup intéressé, dans des pays émergents. 40 000 enquêtés, je l'indiquais, dans 20 pays qui représentent 72% des émissions de CO2 mondiales. Donc l'enquête qui va vous être présentée aujourd'hui a un côté fortement représentatif. Je pense que Stéphanie nous montrera peut-être la carte où listera les pays concernés, mais pour ce qui concernait directement l'AFD, on a relevé la présence de pays de l'OCDE, mais aussi de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, du Brésil, de la Turquie, de l'Afrique du Sud ou encore du Mexique. Donc une couverture géographique très, très intéressante et qui correspond d'ailleurs à des pays engagés dans ce qu'on appelle des transitions justes. Pour celles et ceux qui ont suivi la COP ou encore le G20 très récemment, vous avez pu noter des efforts internationaux très importants venant de pays développés mais aussi d'autres pour accompagner, concevoir et financer ces transitions justes qui sont de plus en plus décidées ou annoncées dans le cadre des COP et que vous pouvez par exemple, qui sont la déclinaison pratique d'engagement de convergence vers la neutralité carbone. Alors, des questions assez pratiques vont être abordées aujourd'hui. Comment bien concevoir des politiques climatiques? Comment veiller à leur acceptabilité sociale? Comment les expliquer à des citoyens? Comment les porter politiquement, mais aussi les rendre viables socialement? Question complexe que je résumerai d'une formule. Les transitions ne sont pas un dîner de gala, elles sont difficiles à organiser, difficiles à concevoir et difficiles à faire aboutir. Évidemment, pourquoi ces réflexions? Parce que, c'est d'ailleurs rappelé dans l'introduction de l'article, nous sommes encore aujourd'hui, compte tenu des engagements des États, sur des trajectoires d'émissions de carbone et donc de réchauffement qui nous amènent au-delà de 2,5 degrés de réchauffement, peut-être jusqu'à 3 degrés si on est dans une vision plus négative, ce qui veut dire que l'organisation et la réalisation de ces transitions est une condition essentielle à l'atteinte de l'accord de Paris. Voilà en quelques mots d'introduction qui est Stéphanie Stancheva et puis peut-être j'espère que ça vous aura donné envie de l'écouter jusqu'au bout et peut-être de participer aussi à nos échanges. Donc sans plus tarder, merci beaucoup Stéphanie. Je vous cède la parole donc pour une trentaine de minutes. N'hésitez pas à bien prendre le temps de nous expliquer vos travaux et nous reviendrons ensuite pour cette séance d'échanges et de questions. Stéphanie, c'est à vous. Merci beaucoup Thomas pour cette introduction. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici et de vous présenter ce nouveau travail qui est fait en partenariat avec l'OCDE. Donc il y a beaucoup d'auteurs sur cette étude.
Antoine de chez Le Prêtre, Adrien Fabre, Tobias Cruz, Blueberry Plante Rose et Anna Sanchez-Chico. Et c'est une enquête qui nous a pris pas mal de temps et qui, je pense, peut être utile pour comprendre comment traiter d'autres sujets avec ce type de méthode. Donc, la motivation pour ce sujet est très claire. Je pense qu'on est tous d'accord que le changement climatique est un problème très urgent, mais qui n'a pas encore de solution, et que les actions qui sont prises actuellement, même s'il y en a certaines qui sont ambitieuses, ne sont pas suffisantes pour empêcher l'augmentation des températures. Et donc, il faut encore plus de choses, encore plus d'actions politiques. Et donc, on essaye de comprendre dans ce papier qu'est-ce qui motive le soutien ou l'opposition aux politiques climatiques à travers le monde. Et il y a plusieurs hypothèses qu'on pourrait avoir. L'une, c'est que les gens ont peut-être un manque de connaissances. C'est assez compliqué de comprendre la science climatique ou quels sont les impacts du climat, de l'accroissement des températures. Ou peut-être qu'il s'agit simplement d'un manque de connaissances et la solution serait de donner plus de connaissances. Mais peut-être que les gens sont en fait plutôt inquiets sur l'impact sur leur mode de vie. Donc même si on comprend les conséquences et si on comprend les effets désastreux du changement climatique, c'est peut-être trop coûteux de changer son propre mode de vie, surtout pour les personnes qui sont à bas revenus ou des ménages vulnérables. Il peut aussi s'agir d'inquiétudes un peu plus larges concernant les effets sur l'économie, par exemple sur le chômage, sur la production, ou bien sur d'autres, par exemple sur l'égalité ou les inégalités. Et il est peut-être aussi très difficile d'évaluer les effets d'une politique même sur le changement climatique. Donc, quand on propose par exemple une taxe carbone, il y a toute une chaîne de causalité, depuis la taxe carbone jusqu'à un effet sur les températures qui est peut-être difficile à suivre. Et donc, pour répondre à ces questions, la méthode qu'on utilise, c'est des enquêtes et des expériences d'information. Et pour vous dire quelques mots sur cette méthode, c'est vraiment un outil de recherche clé qui commence à être de plus en plus répandu en économie, mais aussi dans d'autres sciences, qui est des enquêtes de grande ampleur qui ne sont pas du tout des sondages d'opinion, de simples sondages, mais au contraire essayent d'explorer en profondeur un peu l'esprit des gens, leur raisonnement, et essayent vraiment d'écouter les citoyens, leurs attentes, leurs perceptions, leurs connaissances et les opinions. Et donc c'est vraiment un outil extrêmement important s'il est bien conçu et bien calibré, afin de pouvoir vraiment comprendre comment les citoyens à travers différents pays raisonnent sur un thème. Dans cette enquête, on a 20 pays. Donc c'est une enquête qui est de relativement grande échelle, avec plus de 40 000 répondants. Et c'est quelque chose qui a été fait en 2020-2021. Donc c'était avant la grande flambée des prix d'énergie. Donc à garder à l'esprit. Et c'est quelque chose qui peut être répété maintenant dans cette nouvelle ambiance, dans ce nouvel environnement. Et qu'on pense continuer un peu sur le long terme afin de pouvoir voir comment les vues changent dans le temps. Les 20 pays que vous voyez ici, la carte est un petit peu brouillée, je ne sais pas pourquoi, mais les 20 pays qu'on voit ici sont des pays qui représentent 72% des émissions mondiales. Et donc, c'est 18 des 21 plus gros émetteurs. Il nous manque la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite parmi les 3 émetteurs qui restent. Et vous voyez qu'il y a des pays qui sont à haut revenu, c'est les pays qui sont en vert clair ici, et des pays qui sont à moyen revenu ou même à bas revenu, qui sont les pays vert foncé. Et une chose importante à garder à l'esprit, c'est que pour les pays riches, donc en vert clair, les échantillons sont vraiment très représentatifs de la population. Des enquêtes qui sont faites en ligne à travers des organismes d'enquête, et donc on arrive à obtenir un échantillon qui est vraiment représentatif selon niveau d'éducation, âge, genre, région dans le pays et tranche de revenus. Dans les pays qui sont plutôt à revenus moyens, parce que c'était la pandémie et qu'on ne pouvait pas tellement faire du porte-à-porte, les enquêtes sont faites avec les téléphones mobiles ou l'Internet, et donc il y a des problèmes de représentativité par rapport à toute la population. Donc c'est des échantillons qui ont tendance à être plus jeunes et plus riches et plus éduqués que la population moyenne. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Dans le papier, on essaye de très clairement faire une distinction entre ces 2 types de pays à cause de cette représentativité. Et donc, quand je vous montrerai les résultats, il y aura toujours 2 groupes de colonnes et on peut très bien comparer au sein des colonnes, mais c'est peut-être plus difficile de comparer simplement les niveaux à travers les pays plus riches et les pays moins riches ici. Pour commencer, une des
question clé et qu'on a dans l'introduction, parce que c'est un peu ce qui motive la suite, c'est que en fait, une très forte part de personnes interrogées sont plutôt fortement très d'accord pour dire que le changement climatique est un problème important ou que leur pays devrait prendre des mesures pour combattre le changement climatique. Donc, c'est une perception qui est très répandue, c'est une opinion très répandue. Donc, les gens sont conscients d'un problème et voudraient qu'il y ait de l'action. Et bien sûr, on va essayer de se plonger dans pourquoi il n'y a pas d'action et quels sont les types d'actions qu'ils voudraient. La première chose, c'est faire une distinction entre l'action privée et l'action publique. Parfois, c'est un peu mélangé dans le débat public, mais c'est deux choses qui sont très, très différentes. Donc, si on pense à la volonté de changer son propre comportement, c'est quelque chose qui est vu en vue des incitations actuelles, c'est-à-dire vu les prix actuels, vu les taxes actuelles, c'est quelque chose que je pense profitable ou pas. Donc, c'est vraiment des incitations personnelles et peut-être une volonté à cause de considérations morales ou éthiques pour pouvoir changer son comportement. Mais c'est quelque chose qui est corrélé, mais très différent du soutien aux politiques climatiques. Je peux vouloir ne pas changer mon comportement en vue des incitations actuelles, mais vouloir beaucoup d'actions politiques pour que tout le système et toutes les incitations changent. Donc, commençons par parler des actions privées. Qu'est-ce que voudraient faire les gens en vue des incitations actuelles? Je vais vous montrer quelques figures ici avec quelques chiffres. Donc, comment lire ces figures? Elles vont être toutes assez similaires. Dans chaque colonne, il y a un pays. Et donc, les pays sont groupés en high income, donc pays plus riches, et middle income, pays à revenu moyen. Et je vous donne aussi la moyenne pour tous les pays riches ou tous les pays à revenu moyen. Dans chaque ligne, il y a une variable, donc une question qu'on a posée. Et par exemple, dans le premier groupe de lignes, les chiffres vous montrent la part de personnes qui est prête à adopter ce comportement qui est listé. Donc, par exemple, si on prend la France, à tout hasard, 45% de personnes en France sont prêts à acheter un véhicule électrique ou avoir un véhicule à bas carbone. C'est très similaire en Allemagne et c'est beaucoup plus haut en Italie, par exemple. 78% des personnes sont prêtes à faire ça. Et c'est comme ça qu'on peut lire tous les chiffres ici. Donc, plus c'est bleu, plus les gens sont prêts à adopter ce comportement. Plus c'est rouge, moins les gens sont prêts à le faire. Donc, quelques résultats qu'on voit ici. La moitié des personnes à peu près dans les pays riches et un peu plus, à nouveau en gardant à l'esprit l'échantillon différent, dans les pays moyens est prête à acheter des voitures à faible consommation de carburant ou par exemple à limiter les déplacements en avion. On voit par exemple qu'un pays comme les États-Unis ou comme l'Australie où les gens sont beaucoup plus dépendants de l'avion, la part de personnes est beaucoup plus basse. Seulement à peu près 40% des personnes sont prêtes à déplacer leur déplacement en avion. Si on regarde des comportements, disons, presque quotidiens, c'est-à-dire limiter la consommation de bœuf ou de viande, limiter la conduite, limiter le chauffage ou la climatisation de la maison. Là, on voit que ça, c'est quelque chose que les gens ne sont pas vraiment prêts à faire en vue des incitations actuelles. Donc, c'est des modes de vie qui sont bien ancrés et des changements qui sont peut-être trop profonds vu les incitations actuelles. On demande aussi aux gens qu'est-ce qui vous encouragerait à adopter des comportements climatiques vous-même, sans parler de politique publique, qu'est-ce qui vous encouragerait vous-même? Et on voit qu'il y a un souci d'équité et de coordination très fort. Donc, les citoyens sont prêts à changer de comportement. D'abord, s'ils ont un soutien financier, et c'est vrai surtout pour les personnes à bas revenus, ça se voit très clairement, il y a un gradient avec le revenu. Et également, si d'autres le font, et surtout, en fait, si les personnes plus aisées et les personnes riches le font aussi. Et ce souci de coordination et d'équité va revenir dans le soutien aux politiques aussi. On va voir par exemple que certaines politiques de régulation, par exemple comme l'interdiction des voitures polluantes, c'est quelque chose qui est peut-être plus populaire qu'un malus, où il y a cette idée qui reste que les riches pourront peut-être payer pour polluer, et c'est considéré non équitable. On peut ensuite se tourner vers les perceptions sur les politiques climatiques même. Donc, dans cette enquête, on essaye de comprendre en détail quel est le raisonnement sur des politiques climatiques. Et on commence par trois politiques climatiques principales, ou plutôt des types de politiques. L'un, c'est des programmes d'investissement dans l'infrastructure verte ou des technologies bas carbone. L'autre, c'est des taxes carbone avec des variantes.
Et le troisième, c'est une interdiction des voitures polluantes ou des voitures qui ont beaucoup d'émissions et des variantes sur ça. Et pour ces trois types de politiques, on essaye de comprendre quelles sont les perceptions sur l'efficacité en termes d'émissions, quelles sont les perceptions en termes des distributions, c'est-à-dire quel type de personnes, à quel niveau de revenu ou habitant dans quelle région vont perdre ou vont gagner de ces politiques, quels sont les effets perçus sur son propre ménage, quels sont les effets perçus sur l'économie. Donc on essaye vraiment de creuser tous les effets possibles que les gens peuvent avoir en tête et qui, bien sûr, vont influencer leur soutien ou leur opposition à ce type de politique. Et donc, pour résumer quelques-unes des perceptions principales qu'ont les gens, en général, sur ces politiques principales. Déjà, beaucoup de personnes comprennent les conséquences du changement climatique. On leur pose des questions très détaillées sur est-ce qu'il y aura plus d'éruptions volcaniques, est-ce qu'il y aura de la montée des eaux, est-ce qu'il y aura plus de tempêtes violentes, etc. Et quel type de gaz sont polluants, quel type d'agriculture est plus polluante, quel type d'énergie nucléaire ou gaz ou charbon, etc. produit plus d'émissions. Et en général, les gens ont des connaissances variées, mais plutôt bonnes. Et en tout cas, s'inquiètent déjà beaucoup du changement climatique et des conséquences. Donc l'inquiétude est là, et ce n'est pas quelque chose qui varie énormément à travers les pays ou à travers les différents répondants. Par contre, les bienfaits environnementaux des politiques climatiques sont aussi bien reconnus, c'est-à-dire quand on pose la question sur l'efficacité en termes de réduction d'émissions, les gens comprennent plutôt que beaucoup de ces politiques vont avoir des effets d'incitation et vont donc marcher du point de vue efficacité. Mais le problème, c'est que les politiques sont en général aussi vues comme très régressives, c'est-à-dire la perception est qu'en général, ce sont les personnes qui sont à plus bas revenus ou les personnes qui habitent dans les milieux ruraux, encore plus si elles sont à bas revenus, qui vont avoir tendance à souffrir avec ce type de politique, qui vont devoir payer plus sans être aidées, et au contraire, les personnes plus aisées vont pouvoir s'en sortir sans problème. Donc il y a une très forte perception de régressivité en général. Certaines politiques sont perçues comme moins régressives que d'autres, mais quand même, cette perception est là de façon très répandue. Et enfin, beaucoup de personnes sont en fait relativement pessimistes quant aux effets sur son propre ménage. Et là, on voit très fortement que si on regarde quel est le revenu du répondant, où est-ce qu'il habite, quel est son mode de vie actuel, à quel point il dépend des énergies fossiles, c'est très corrélé avec ces perceptions-là. Donc les réponses font vraiment sens en vue de la situation personnelle du répondant. Et donc, je vais vous montrer ça avec quelques chiffres plus concrets. Donc, à nouveau, regardons ce type de graphe ici. Ça a l'air légèrement différent parce que les trois groupes de colonnes ici représentent ces trois types de politiques principales. Donc, il y a ces programmes d'infrastructures vertes, donc des programmes d'investissement. Il y a des variations sur les taxes carbone. Donc ici, on va prendre la variation clé qui est une taxe carbone avec transfert égaux vers tout le monde, des revenus. Et le troisième type qui est une interdiction des voitures polluantes. Et au sein de ces trois colonnes, vous voyez la moyenne des personnes dans les pays à haut revenu et des personnes dans les pays à moyen revenu. Et également, on a séparé l'Indonésie, l'Inde et la Chine. Vous allez voir, elles ont des perceptions assez différentes du reste ici, des pays à moyen revenu. Et donc, c'est la part des personnes qui va être d'accord avec les choses qui sont listées dans les lignes. Donc, par exemple, le premier groupe de lignes, c'est sur l'efficacité de ces politiques. Prenons la première ligne. Est-ce que les gens pensent que ce type de politique va réduire la pollution de l'air? Et donc, on voit qu'en général, les personnes sont assez conscientes du fait que tout ce type de politiques vont être efficaces. Donc, elles vont réduire la pollution de l'air, elles vont réduire les émissions de CO2, surtout les émissions de voitures. Donc, c'est quelque chose cette perception est répandue. Oui, ça va marcher du point de vue efficacité. Le problème, c'est plutôt que les gens pensent que les effets sur l'économie en général, c'est-à-dire est-ce que ça va avoir des effets positifs sur l'emploi ou sur l'économie, est-ce que c'est une façon qui est moins coûteuse, qui n'est pas trop coûteuse d'adresser le changement climatique. Et là, on voit que les gens ont des vues plutôt pessimistes. Ils comprennent que ces politiques sont coûteuses. Et même pour les programmes d'investissement, c'est quelque chose où les gens perçoivent que ça va avoir des effets plutôt négatifs sur l'économie et sur l'emploi. Et là où ça devient très rouge, c'est sur les effets distributifs, c'est-à-dire qui va gagner, qui va perdre de ce type de politique. Et on pose la question de façon assez détaillée sur est-ce que vous pensez par exemple que les gens qui vivent dans les milieux ruraux vont gagner ou perdre?
Est-ce que les personnes qui sont à bas revenus, la classe moyenne, les personnes à haut revenu? On adapte un petit peu ces formulations, bien sûr, à chaque pays et on définit ce qu'on veut dire par ces groupes-là. Mais ici, pour résumer, on voit très clairement, par exemple, prenons les pays à haut revenu, 25% seulement pensent que les personnes qui vivent dans les milieux ruraux vont, au bout du compte, bénéficier de ces politiques. 21% pensent que les personnes à bas revenus vont en bénéficier, mais 40% pensent que les personnes à haut revenu vont être gagnantes, vont en bénéficier. Et donc, on voit qu'il y a cet effet de régressivité qui est fort et qui, à nouveau, est moins fort dans les pays à moyen revenu où les gens semblent plus optimistes, mais c'est quelque chose qui peut s'expliquer par l'échantillon qui est plus éduqué à plus haut revenu et plus jeune. Et donc, ça colle bien avec ce type de perception au sein de ces populations-là dans les pays à haut revenu aussi. On voit aussi, quand on pose la question sur l'effet sur son propre ménage, que les gens sont en général plutôt pessimistes quant aux effets sur son propre ménage. Donc, par exemple, dans les pays à haut revenu, seulement 23% des gens pensent que leur ménage va être gagnant, va sortir gagnant de ce type de politique. Regardez par exemple l'effet de l'interdiction des voitures polluantes, seulement 15% pensent que son propre ménage va en sortir gagnant. Donc, c'est clairement pas des choses que les gens pensent sont bonnes pour l'économie ou alors bonnes pour leur propre ménage. Et dans la dernière partie du papier, on essaye de mettre ensemble toutes ces perceptions, toutes ces opinions et d'essayer d'expliquer qu'est-ce qui, au bout du compte, est la chose la plus importante pour le soutien à l'action climatique. Est-ce qu'on peut essayer de prédire, donc de façon économétrique, est-ce qu'on peut essayer de prédire quel est le soutien ou l'opposition d'un répondant à l'action climatique à partir de quelques croyances clés ou quelques perceptions clés? Et il y a 3 perceptions clés qui ressortent comme étant vraiment les plus importantes. Si je connais ces perceptions-là, pour un répondant, je peux prédire l'action climatique qu'il ou elle voudra. Et elles sont intéressantes par ce qu'elles incluent, mais aussi par ce qu'elles omettent. Et donc, je vais vous parler de ces 3 perceptions une à une. D'abord, les gens se soucient beaucoup de l'efficacité, c'est-à-dire une des considérations clés, c'est est-ce que la politique est utile pour réduire les émissions? Et je vous ai montré 3 politiques où ils ont des vues assez différentes. Et dans la slide suivante, on va en voir 25. Et il y a des variations sur les perceptions d'efficacité de ces politiques-là. Et celles qui sont perçues comme plus efficaces sont beaucoup plus soutenues. Mais ce n'est pas tout. Il y a un souci d'équité très fort. Donc, les citoyens se soucient également des effets redistributifs de ces politiques. Et ça veut dire ils se soucient, est-ce que ça affectera de manière disproportionnée les ménages vulnérables ou à faible revenu ou pas? Et bien sûr, l'intérêt propre ou l'intérêt personnel continue à jouer. L'impact financier sur mon propre ménage est très important, en particulier la perception que la politique ne nuira pas financièrement à mon foyer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les perceptions ou le soutien aux politiques ne dépend pas seulement de l'intérêt propre. C'est-à-dire, si je sais que quelqu'un habite dans un milieu rural et que son foyer dépend beaucoup d'énergie fossile, etc., je pourrais prédire un peu son soutien à l'action climatique. Mais c'est pas tout. Sans savoir son souci d'équité ou son souci d'efficacité, je ne pourrais pas parfaitement prédire son soutien. C'est-à-dire, les gens ont des considérations plus larges que leur intérêt propre. Il y a ces considérations sociales, ces considérations d'efficacité qui sont là et qui sont aussi extrêmement importantes. Une autre chose intéressante, c'est ce qui manque de cette liste. La première chose qui manque, c'est les connaissances sur le changement climatique. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré beaucoup de détails sur les connaissances des gens en termes des conséquences, en termes de quels sont les gaz polluants, quelles sont les activités polluantes. Il s'avère que ce n'est pas du tout quelque chose qui prédit bien le soutien à l'action climatique. Donc oui, certaines personnes sont plus informées que d'autres, certaines personnes ont de meilleures connaissances, mais ce n'est pas quelque chose qui est très corrélé au bout du compte avec leur soutien à l'action climatique. Et la deuxième chose qui manque, en quelque sorte, c'est l'inquiétude sur le changement climatique. À quel point les gens pensent que c'est un problème sérieux. Et la raison pour laquelle ça n'entre pas à la liste des perceptions principales, c'est que, comme je vous ai montré dans la 2e ou 3e slide, les gens sont déjà très inquiets. Et ce n'est pas quelque chose qui varie énormément à travers les personnes. Beaucoup de personnes sont déjà très, très inquiètes sur le changement climatique et comprennent que c'est un problème très sérieux et très urgent. Et donc, en vue de ces 3 perceptions clés, on peut à peu près
prédire quel type de politique sera plus soutenu et qui soutiendra plus de politique. Et donc, voilà ce graphe gigantesque avec 25 politiques possibles ici. Donc, c'est la même lecture qu'avant, c'est-à-dire chaque colonne représente un pays différent. Il y a les pays à haut revenu à gauche et les pays à moyen revenu à droite. Et les politiques sont dans les lignes et elles sont groupées par type. Donc d'abord, on a les trois politiques principales qui sont étudiées. Le programme d'infrastructure verte, l'interdiction des voitures polluantes et des taxes carbone. Ensuite, il y a des politiques de transport. Donc, c'est des variations, par exemple. Interdire les voitures polluantes, mais seulement dans les centres-villes. Interdire les voitures polluantes, mais mettre à disposition des alternatives. Ou une taxe qui va augmenter le billet d'avion de 20%. Ensuite, il y a des politiques d'énergie. Par exemple, des subventions pour les technologies bas carbone. Des taxes sur les carburants qui vont emmener le prix à $45 par tonne de carbone. Et des politiques, disons, agriculture ou alimentation, que ce soit des subventions pour des agricultures plus locales et biologiques, ou alors des interdictions de l'agriculture intensive, des taxes sur l'agriculture intensive, etc. Et le troisième groupe de politiques qui est très intéressant, c'est des variations de la taxe carbone. C'est-à-dire, pour la taxe carbone, comme c'est une taxe, il y a des recettes qui vont être collectées. Et il faut décider qu'est-ce qui va être fait des recettes. Est-ce qu'elles retournent vers le budget général ou est-ce qu'elles sont allouées à des causes particulières? Et donc, on offre aux gens toute une possibilité d'utilisation des recettes. Donc, par exemple, est-ce que vous soutenez une taxe carbone si les recettes sont utilisées pour investir dans des technologies environnementales? Est-ce que vous soutenez des taxes carbone si il y aura des transferts vers les ménages les plus vulnérables, des transferts ciblés? Ou est-ce que vous le soutenez s'il y aura une réduction de la dette publique? Donc, toute une rangée d'utilisations possibles, certaines plus progressives que d'autres. Et donc, si on regarde, donc les chiffres ici, c'est la part de répondants qui soutiennent chaque politique listée ici. À nouveau, rouge, ça veut dire moins de soutien, bleu, ça veut dire plus de soutien. Quelques résultats clés, et gardons en tête ces trois perceptions critiques sur l'efficacité, l'équité et l'intérêt propre. On voit que beaucoup de gens, en fait, soutiennent des subventions aux technologies et aux infrastructures bas carbone. C'est le cas dans les pays riches, c'est le cas dans les pays à revenus moyens. Donc, ces politiques d'investissement, de subventions aux technologies, c'est quelque chose qui est très soutenu et très populaire. Beaucoup aussi soutiennent l'interdiction des véhicules polluants, surtout dans les centres-villes. Donc, moins de soutien si c'est en général une interdiction des voitures polluantes, mais beaucoup plus de soutien si c'est dans des endroits spécifiques, par exemple les centres-villes, où les gens ont vraiment l'impression que ça peut réduire la pollution et ça peut aider. Et enfin, si on regarde la fiscalité carbone, une taxe en général sur les énergies fossiles, extrêmement non populaire. Peut-être pas surprenant en vue de l'expérience qu'on a eue ces dernières années dans plusieurs pays. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment impopulaire, mais ce soutien dépend très très fortement de l'usage des recettes. Donc, si on regarde l'utilisation des recettes et on regarde des choses qui sont un retour vers l'investissement, donc les recettes sont utilisées pour clairement des causes environnementales. Donc, les recettes ne sont pas utilisées pour d'autres choses, elles sont vraiment réinvesties dans l'environnement, par exemple pour des infrastructures environnementales, des nouvelles technologies bas carbone. Ça, d'un coup, ça augmente le soutien à ce type de taxe carbone de façon drastique, à nouveau dans les pays riches et dans les pays à moyen revenu. Au contraire, et c'est un peu classé par niveau de soutien, donc vous pouvez voir des choses qui passent de plus en plus efficaces du point de vue environnemental, de plus en plus progressives, vers de moins en moins progressives et de plus en plus déliées de l'environnement. Et ça devient de moins en moins populaire. Donc, par exemple, il y a un très très faible soutien pour une taxe carbone qui va soit être utilisée pour des transferts égaux, donc c'est considéré comme régressif, ou pour réduire l'impôt sur les sociétés, encore plus régressif. Et donc, l'utilisation des recettes est vraiment extrêmement cruciale, et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête vu ce souci d'équité qui existe. Et enfin, quelque chose qui est intéressant, c'est sur les politiques qui visent à réduire l'élevage bovin et l'agriculture intensive. C'est en fait quelque chose qui bloque vraiment dans la plupart des pays ici. Le très très rouge, c'est le Japon, qui a bien sûr un élevage bovin très spécifique. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment
pas très soutenu dans beaucoup de pays, dans les pays européens ou dans les pays à moyen revenu ici. Et donc, les gens ont plus de soutien vers, OK, si c'est pour encourager des agricultures biologiques ou locales, c'est OK. C'est aussi OK d'essayer d'interdire certaines formes d'agriculture très intensive, mais avoir des taxes, des malus sur l'agriculture intensive, non. Ça, c'est quelque chose qui ne génère pas de soutien. Pour finir, je voudrais aussi vous dire un peu au sein d'un pays, quels sont les facteurs socio-économiques qui vont influer qui est en faveur d'une action plus forte contre le changement climatique. Donc, une chose qui vous surprendra ou pas, peut-être, c'est l'opinion politique. C'est-à-dire, si on est de gauche ou de droite, c'est peut-être un des prédicteurs les plus forts. Donc, les répondants de gauche dans tous les pays, même si les partis politiques ont l'air très différents dans ces pays, les répondants qui sont de gauche, même dans les pays qui n'ont pas de parti vert, soit dit, proprement parlé, soutiennent davantage d'actions climatiques. Donc ça, c'est très, très fort. Le niveau d'éducation est un prédicteur très important, surtout si on a un diplôme du niveau universitaire. Et c'est en fait beaucoup plus important que le revenu. C'est-à-dire, bien sûr que le revenu et l'éducation sont corrélés, mais pas parfaitement. Et l'éducation est le facteur plus important que le revenu. Et bien sûr, ceux qui sont en faveur d'une plus forte action sont ceux dont le style de vie le permet. Trois facteurs clés ici, ceux qui ont accès à des transports publics de qualité, ceux qui dépendent moins de la voiture et qui dépensent moins en carburant. On peut être curieux sur l'effet de l'âge. Est-ce que c'est le cas que les personnes jeunes dans tous ces pays soutiennent plus d'actions climatiques? Et en fait, c'est assez mixte. En France, oui, et aux US, oui, mais c'est pas du tout le cas dans d'autres pays. C'est-à-dire, il n'y a presque aucun effet d'âge. Donc, l'âge n'est pas un prédicteur très fort du soutien, conditionnellement au niveau d'éducation ou au style de vie. Et il y a aussi des effets très mixtes du revenu. Donc, c'est positif dans quelques pays, mais en général, ce n'est pas très significatif. Donc, à nouveau, le diplôme semble beaucoup plus important. Et une question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que, du coup, vu ces perceptions, est-ce qu'il y a un type d'information ou quelque chose qui pourrait changer un peu le soutien à ces politiques? Et donc, on fait des expériences aussi dans ces échantillons-là. Donc, les expériences, c'est sous forme de vidéos, qui sont des vidéos pédagogiques, qui expliquent de façon simple différents aspects de l'action climatique. Donc, un premier type de vidéo, c'est ce qu'on appelle les traitements impact climatique. Ils vont montrer en détail à chaque répondant quels sont les effets actuellement anticipés du changement climatique sur leur pays. Donc, c'est adapté à chaque pays et c'est pour montrer des conséquences potentiellement désastreuses du changement climatique sur le pays, sur différentes régions du pays. Donc, ça, c'est le traitement type impact climatique. Ce qu'on voit, c'est que ce type de traitement augmente les préoccupations, même si les gens sont déjà très préoccupés, améliore un peu les connaissances en matière de changement climatique, mais, comme on en a parlé, les connaissances ou les inquiétudes ne sont pas du tout des puissants prédicteurs du soutien aux politiques climatiques. Et donc, ce type de traitement ne change pas du tout les perceptions clés qui comptent pour le soutien aux politiques. Donc, ça ne change pas l'efficacité perçue, ça ne change pas les impacts distributifs ou sur son propre ménage. Donc, c'est utile pour améliorer l'inquiétude, mais ça ne va pas générer plus de soutien pour l'action climatique. Au contraire, le deuxième type de traitement qu'on appelle politique climatique, va expliquer de façon précise quel est l'effet de ces trois types de politiques principales, justement sur l'économie, sur différentes personnes, à différents niveaux de revenus, quelle est leur efficacité. Et ce type de traitement vraiment marche sur les perceptions qu'on a trouvées comme étant critiques. Et donc, ce traitement augmente vraiment le soutien aux politiques climatiques. Et notre conclusion ici, c'est vraiment qu'il est essentiel d'expliquer comment chaque politique fonctionne et qui en bénéficie, ou comment les perdants peuvent être compensés pour favoriser le soutien. Et se contenter de simplement rendre les gens plus inquiets, c'est vraiment pas très utile. Donc, je vais conclure pour vous résumer à nouveau ce qu'on a vu. Donc, une majorité très forte de personnes comprend que le changement climatique est un problème sérieux et ça varie un peu en fonction des facteurs socio-économiques. Mais vraiment, les trois croyances clés ou les trois perceptions fondamentales qui vont jouer sur le soutien aux politiques climatiques sont le souci d'efficacité, est-ce que la politique marche pour réduire les émissions? Le souci d'équité ou d'inégalité, est-ce qu'il y aura des impacts distributifs négatifs? Et l'intérêt personnel, est-ce que ça va nuire ou non financièrement aux ménages? Et on peut parler, peut-être pendant la question-réponse, des leçons politiques qu'on peut en tirer.
et qu'on a également utilisé pour une note du Conseil d'analyse économique, justement pour tirer des leçons un peu plus concrètes pour l'action climatique. Et donc, bien sûr, les politiques doivent être non seulement efficaces, mais il faut trouver un moyen de les rendre progressives. Et souvent, c'est possible. C'est-à-dire, c'est possible de redistribuer les recettes d'une taxe de façon très progressive. C'est possible de subventionner de façon ciblée seulement les ménages vulnérables ou à faible revenu. Donc, c'est souvent possible de le faire. Et il est nécessaire d'expliquer les politiques aux personnes également, surtout en termes d'efficacité et de leur impact redistributif et de l'effet sur leur propre ménage. Donc, pas seulement sur les conséquences du changement climatique, mais sur ces impacts des politiques. Et bien sûr, comme les gens se soucient de l'impact sur leur propre ménage, il faut absolument proposer ces alternatives et des moyens de substitution avant d'imposer des politiques punitives. On voit que le style de vie de ceux qui le permettent est vraiment un prédicteur fort du soutien à l'action climatique. Et donc, en donnant des moyens de substitution avant d'avoir des politiques punitives comme une taxe carbone, c'est extrêmement important pour assurer que les personnes peuvent faire la substitution et la transition vers ces énergies. Et donc, ça implique qu'il faut absolument avoir un séquençage et une transition. D'abord, aider les ménages à se passer des équipements qui polluent et qui sont à forte combustion, comme les voitures, le système de chauffage, et assurer une transition, par exemple en annonçant les taxes carbone dans le futur sur une trajectoire croissante, surtout en vue des prix actuels de l'énergie. Donc j'espère que c'était un tour d'horizon utile sur cette étude et j'ai hâte d'entendre vos questions et vos commentaires et merci beaucoup. Bien, merci beaucoup Stéphanie, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, j'espère que notre public aussi. Il y a eu beaucoup de personnes qui à travers le fil de discussion se saluer les uns les autres, donc je vous salue également. Alors peut-être j'en viens aux quelques premières questions qui ont été formulées dans le chat ou dans la liste des questions. Donc une première question qui porte plutôt sur le type de pays qui ont été sollicités dans le cadre de l'enquête. Je vois que William Denis ou Mamadou Diarra demandent et pourquoi est-ce que les pays les moins avancés, donc les PMA, n'ont pas été inclus. Peut-être une première réponse côté AFD, mais on entendra ensuite Stéphanie Stancheva. En tout cas, ce qui est évident quand on travaille du point de vue de l'AFD sur des problématiques d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de CO2, on va s'intéresser d'abord aux pays qui sont principalement déjà des gros émetteurs de CO2, puisque le type de politique dont on parle là sont des politiques de réduction des émissions des CO2, plus que de croissance d'émissions futures. Et donc, on va regarder plutôt les émetteurs actuels de CO2 plutôt que les émetteurs de CO2 de demain. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est pour ces raisons, Stéphanie, que vous avez choisi plutôt comme liste de pays les principaux émetteurs d'aujourd'hui, ou si c'était pour des raisons de faisabilité. Je vous pose la question. Oui, très bonne question. Il y a trois raisons ici. L'une, c'est celle que vous venez de mentionner, qui est sur simplement les émetteurs principaux aujourd'hui qui doivent prendre de l'action très urgente. C'était un peu la cible de cette enquête. L'autre raison, c'est qu'on l'a fait avec l'OCDE et donc il y avait naturellement un poids plus important mis sur les pays de l'OCDE. Mais si quelqu'un est intéressé à l'AFD, on pourrait refaire ce type d'enquête dans d'autres pays et je suis extrêmement partante. Donc c'est quelque chose qui est dans mes plans futurs d'essayer d'étendre ce type d'enquête dans d'autres pays. Et donc, n'hésitez pas à me faire signe. Et la troisième raison, c'est un peu, justement, avec la pandémie, c'était en fait extrêmement difficile de faire du porte-à-porte. Et je m'inquiète vraiment de la représentativité de l'échantillon dans certains pays où si les enquêtes sont faites en ligne. Et donc, il me faudrait vraiment avoir la possibilité de pouvoir faire du porte-à-porte, ce qui maintenant est beaucoup plus possible. Donc, c'est à faire. Ça manque clairement dans l'enquête actuelle. Et j'espère qu'on pourra faire ça dans le futur. Alors, je vois qu'en ligne, nous avons Jean Yango qui dit que probablement dans les pays d'Afrique au sud du Sahara, les résultats se rapprocheraient de ceux des pays à revenus intermédiaires. Donc, je rappelle que l'Afrique du Sud est dans l'échantillon qui a été enquêté. Donc, je ne sais pas si on le voyait peut-être, enfin vous n'avez pas détaillé Stéphanie spécifiquement pour l'Afrique du Sud, mais on pourrait y revenir. J'ai noté que ça n'était pas comme l'Inde, la Chine ou l'Indonésie. Que ça ne se distinguait pas très fortement des pays, enfin que l'Afrique du Sud ne se distinguait pas forcément des autres pays à revenus intermédiaires, mais peut-être vous pouvez nous en dire un mot si vous voulez revenir sur l'Afrique du Sud. C'est la troisième en partant de droite, et donc on voit que l'Afrique du Sud ressemble en fait pas mal, elle ressemble pas mal à un pays par exemple comme l'Italie en termes de perception, ou l'Espagne qui sont les pays parmi les plus favorables en Europe. Donc,
clairement, on ne ressemble pas à, oui, comme vous dites, à l'Inde ou la Chine ou l'Indonésie en termes de perception. Donc, c'est pour ça qu'on met un peu les détails pour chaque pays. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, sur ce papier, si vous allez regarder le papier sur mon site, il y a un lien vers tout un site web où il y a tous ces résultats sont en fait répétés en détail pour chaque pays. Donc, il y a une sorte de document par pays où on peut se plonger dans et le questionnaire détaillé pour chaque pays et les infos données pour chaque pays et toutes les réponses. Et donc, si un pays vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez vous plonger là-dedans. Et donc, oui, l'Afrique du Sud, on voit qu'elle a un cas particulier, mais chaque pays a un peu un cas particulier aussi. Enfin, il y a des variations très intéressantes pour certaines politiques par certains pays qui montrent les spécificités nationales. Et je pense que ça, c'est aussi une des valeurs de vraiment pouvoir regarder un peu pays par pays. Alors, merci beaucoup Stéphanie, c'est très clair. Aussi des interrogations, vous, notamment de Mathieu Trichet, vous avez indiqué que compte tenu de la période pendant laquelle ces enquêtes avaient été conduites, en 2020-2021, ça avait amené à privilégier les enquêtes en ligne ou par téléphone plutôt que porte-à-porte. Est-ce que vous pensez que c'est une difficulté et de quelle nature? C'est-à-dire, est-ce que l'échantillon traité va être plus favorable aux personnes qui ont des smartphones, des ordinateurs, et est-ce qu'éventuellement c'est c'est susceptible de modifier les résultats à la marge ou plus significativement? Est-ce que vous avez une indication là-dessus? Oui, alors c'est vraiment une bonne question méthodologique. Donc dans les pays développés riches, c'est pas du tout un problème. C'est-à-dire, en fait, il y a des vrais avantages à contacter les gens en ligne en termes de représentativité plutôt que porte-à-porte qui est extrêmement difficile ou par téléphone où, comme vous savez, personne ne décroche son téléphone. Et donc, c'est vraiment difficile de faire des enquêtes représentatives aujourd'hui avec les méthodes d'avant. Alors qu'au contraire, ce type d'enquête en ligne, les gens peuvent le faire sur leur portable. Ils n'ont même pas besoin d'être devant un ordinateur. Et donc, c'est en fait aujourd'hui relativement facile d'avoir des échantillons plus représentatifs grâce à ces méthodes-là. Donc, pas d'inquiétude pour ces pays-là. Mais, comme j'ai dit dans l'introduction, on a des inquiétudes sur la représentativité dans les pays à moyen revenu. Et en fait, quand je dis inquiétude, on le sait très clairement, c'est-à-dire qu'on a les caractéristiques des répondants et on peut le comparer à toute la population qu'on sait est en ligne, et donc c'est parfaitement représentatif de ça, et de la population qui n'est pas en ligne. Et on a dû vraiment pousser pour avoir des personnes qui sont moins fréquemment en ligne. On a réussi à améliorer ça, mais c'est là qu'il faudrait améliorer avec un complément de porte-à-porte, comme c'est souvent fait par les organismes d'enquête hors des temps Covid. Et je pense que, vous l'avez peut-être vu sur les figures, les pays en général, moyens revenus, émergents, etc., ont une tendance à être plus favorables à l'action climatique. Et il y a plusieurs choses qui expliquent ça. L'une chose, c'est l'échantillon, c'est-à-dire ces gens en général plus jeunes qui sont connectés en ligne dans les milieux plus urbains et à certains revenus plus élevés et avec un peu plus d'éducation. Et donc, à cause de ça, comme c'est ce type de personnes qui ont tendance à soutenir l'action climatique, ça va biaiser les résultats dans ce sens-là. Donc ça, c'est une des explications. Mais la deuxième explication, et on le voit dans les pays comme l'Inde, la Chine très très fortement, c'est que ces pays-là sont aussi extrêmement exposés à la pollution visible. Donc ces pays en quelque sorte voient une des conséquences des émissions de façon très très drastique. Et si on regarde par exemple dans quelle région vit le répondant, c'est aussi très corrélé avec son soutien par rapport à la pollution visible qu'il y a dans cette région. Et donc je pense que ça aussi, ça joue beaucoup. Et c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup moins frappant en France ou en Allemagne. C'est vraiment un des résultats très originaux et frappants dans l'étude, c'est qu'on aurait pu faire l'hypothèse a priori que les populations des pays émergents seraient moins sensibles ou moins disposées à changer que celles des pays développés. Et en fait, ça n'est pas ce que démontrent ces enquêtes, et je trouve que c'est un résultat très, très original en effet à retenir. Alors peut-être je continue sur les questions. On avait une interrogation de Adam Assi, alors qui s'adresse plutôt, je crois, à l'AFD. Toujours s'agissant des pays africains, comment est-ce que les organisations qui luttent contre le changement climatique peuvent accéder à des fonds du Nord? Je dirais deux choses. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, cette enquête porte plutôt sur l'atténuation, donc sur la réduction des émissions de CO2. En revanche, si on parle d'adaptation et d'actions qui sont conduites par des organisations de la société civile, là, c'est vers peut-être d'autres interrogations intellectuelles. Et au plan financier, je signale qu'il y a des dispositifs aussi à l'AFD, comme le Fonds français pour l'environnement mondial, par exemple, qui peuvent traiter ces demandes de subventions ou d'appui. Je crois que ça sort un peu du périmètre de la discussion du jour, mais je voulais quand même le citer.
Je vois aussi plusieurs questions sur le type de message, le type de formation qui peuvent amener à changer les comportements ou la volonté de changer. Vous en avez dit un mot à la fin d'ailleurs de la présentation, Stéphanie. Je vois plusieurs messages dans le chat qui portent sur cette question. Mariella Bravard a mis un message là-dessus. J'ai vu également, pardon, son nom ne m'apparaît plus là, mais d'autres personnes qui travaillent sur la question de ces formations des messages. Or, il se trouve que vous avez pu faire des tests sur le type de message qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Peut-être je peux vous laisser, Stéphanie, développer un petit peu sur cette partie. Oui, avec plaisir. Et juste pour revenir sur le point d'avant, sur les politiques d'adaptation, clairement, ce n'est pas quelque chose qu'on traite ici. Donc, on est vraiment sur les politiques de mitigation pour commencer. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important aussi. On pourrait faire des enquêtes là-dessus. Ça va être un thème très important. C'est déjà un thème très important. Pour les vidéos informatives ou pédagogiques, comme on les appelle, notre but, c'est d'essayer de façon attractive, interactive, donc comme une vidéo qu'on pourrait voir de façon amusante sur YouTube, parce qu'on peut essayer d'expliquer des effets importants. Et nos hypothèses de base, qui se sont avérées ici correctes, c'est pas toujours le cas en recherche, mais dans ce cas, on avait deux hypothèses de base. L'une, c'était que on pourrait peut-être améliorer le soutien en simplement redéfinissant les conséquences du changement climatique et surtout en les adaptant au pays du répondant, avec cette hypothèse que peut-être les gens ne se rendent pas forcément compte, même s'ils comprennent qu'en général, de façon vague, le changement climatique, c'est un problème, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte des changements concrets dans leur pays. Et effectivement, ça améliore les connaissances sur les impacts du changement climatique, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle un effet de première étape. Donc la vidéo modifie les perceptions qu'elle est censée modifier et ça augmente les inquiétudes encore plus alors qu'elles sont déjà très élevées. Mais il manque le lien vers le soutien aux politiques qu'on comprend maintenant mieux puisque c'est pas les connaissances ou l'inquiétude, c'est pas quelque chose qui est très important pour le soutien aux politiques. C'est complètement dominé par ce souci d'efficacité et d'équité sur comment marchent particulièrement les politiques. Et donc notre deuxième vidéo, par exemple, prenons l'exemple de la taxe carbone. La vidéo va expliquer que fait une taxe carbone. C'est-à-dire, si on impose une taxe carbone, ça va augmenter le prix de l'essence. Ça va, en général, avec les estimations, réduire les conduites. Et donc, ça va réduire les émissions. Et si on s'inquiète des impacts redistributifs de ça, en fait, si on donne des transferts égaux à tout le monde, ou si on cible des transferts vers les personnes à bas revenus, on pourrait rendre cette politique progressive. Et donc, on explique qu'il n'y a pas forcément un impact régressif, qu'il est possible d'améliorer cette taxe carbone pour la rendre plus progressive, etc., pour les autres politiques. Donc, on essaye d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche, au-delà de termes vagues que les gens peuvent peut-être connaître ou peut-être ne pas connaître. Et donc ça, c'est très, très efficace. Et c'est pas quelque chose que on est peut-être le mieux placé à faire en tant qu'académique, mais c'est des choses qui, je pense, des organismes, des institutions sont extrêmement bien placés à faire. À mettre des ressources dans vraiment le design, la conception d'informations courtes, claires, intéressantes, qui peut être regardée sur un téléphone portable, qui peut vraiment améliorer la compréhension pas seulement du changement climatique, je travaille aussi sur plein d'autres politiques publiques, sur plein d'autres politiques publiques comme les taxes, les transferts. Je pense que c'est extrêmement utile. Et une autre chose qui peut être faite, qu'on a recommandé dans la note CAE, c'est puisque les gens se soucient aussi des effets sur leur propre ménage, et ça, c'est pas quelque chose qui est facile à transmettre avec une vidéo, ce qui est extrêmement utile, c'est de pouvoir mettre des simulateurs sur quels sont les impacts. Par exemple, il y a une réforme proposée, il y aura cette taxe carbone avec des transferts ciblés vers les gens à revenus moins de X euros par an. Avec un simulateur, on peut rentrer quel est son niveau de revenu et regarder par mois combien ça va nous coûter ou combien on va recevoir, combien notre prix d'essence va augmenter. Et si on conduit 30 km par mois, voilà ce qui va se passer. C'est pas très difficile à faire. Et c'est des choses qui peuvent être extrêmement utiles, qui peut aider les gens, s'ils passent un petit peu de temps sur le simulateur, à voir, OK, moi et toute ma famille, on va pas être affectés négativement. Si je regarde des gens qui sont très riches, OK, eux, ils vont en fait payer beaucoup plus ici. Ça peut être extrêmement utile et c'est quelque chose qu'on recommande très, très fortement. Et c'est aussi une question de transparence pour
quand on propose une réforme, donner aux gens le moyen de comprendre qu'est-ce qui est proposé. C'est un point très important et je trouve aussi une des originalités de l'étude. On constate qu'en effet, le niveau de compréhension générale ou des phénomènes scientifiques du changement climatique est d'abord est à un niveau élevé et est assez homogène finalement entre pays développés ou pays à revenus intermédiaires. Et donc l'effort porte moins sur la connaissance un peu générale du changement climatique, c'est la preuve que le GIEC a bien fait son travail, mais plus précisément sur l'efficacité d'une politique publique dans un pays, par exemple, ou, comme le disait Stéphanie à l'instant, l'impact pour un ménage d'une politique particulière, et que c'est ça qui va faire la différence. C'est en effet très important que des gouvernements ou des banques de développement ou des agences de développement aient ces éléments en tête. Mm-hmm. Je vois une question qui est posée par Siptilka sur compte tenu de la contribution du trafic aérien et du trafic maritime, que peut-on faire sur ces secteurs? Donc je signale, hein, vous avez dans le chat désormais le lien vers l'étude. Il y a des questions spécifiques sur cette question, alors du trafic aérien en l'occurrence, puisque là il peut y avoir des sujets plus personnels. Donc peut-être Stéphanie, si vous voulez dire un mot sur cette question, mais j'en profite, voilà, c'est l'occasion de cette question pour renvoyer vers le lien vers l'étude complète qui est dans le chat. Merci. Oui, non, c'est une excellente question. On n'a aucune question dans l'enquête sur le transport maritime, et c'est peut-être une omission, mais on essayait de rester sur des sujets qui sont en quelque sorte proches du quotidien des gens. Et le transport maritime, c'est peut-être quelque chose que clairement ça impacte toute la chaîne de production et tout, mais on n'était pas forcément sûr que c'est quelque chose que les gens comprennent aussi bien. Mais une taxe sur l'avion, c'est une des politiques qu'on propose. Et les pays qui actuellement dépendent pas mal de l'avion, comme les États-Unis, sont très opposés. Même si cette politique est en fait très progressive, les gens ont quand même envie de continuer à prendre l'avion. C'est beaucoup plus favorable en Europe, où il y a d'autres moyens de transport, comme les trains et comme les transports en commun. Et donc, ça, c'est une grande différence à travers ces pays-là. Mais c'est une politique qui serait très progressive aussi. Peut-être un point d'ailleurs, il ressort de l'étude quelque chose qui est assez classique, on trouve beaucoup en France mais aussi ailleurs, savoir que quand on interroge sur la pertinence d'une taxe, la réponse va être plutôt négative, et sur une subvention, un investissement, la réponse ou l'adhésion va être plus favorable. Pour ça, je dirais qu'il y a toujours un biais où beaucoup de répondants formulent une réponse en termes d'équilibre partiel plutôt que d'équilibre général, donc vont trouver sympathique une dépense ou une subvention et antipathique une taxe. Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que vous essayez d'introduire aussi une notion où des mesures sont rapportées soit à ce qu'elles permettent de financer par ailleurs, soit éventuellement à ce qu'elles coûtent. Mais je voudrais bien peut-être vous interroger un peu sur ce biais méthodologique classique entre dépenses et recettes, les unes étant plus populaires que les autres. Mais évidemment, un budget ne se construit pas que des dépenses ou que de recettes, évidemment. Non, c'est une très bonne question. Donc ça, c'est toute la méthodologie des enquêtes. Et honnêtement, c'est quelque chose en tout cas moi, j'essaie d'améliorer tout le temps. On apprend plein de choses en faisant ce type d'enquête, et aussi d'autres domaines comme la psychologie ou les sciences politiques qui ont beaucoup d'expérience avec ça. Et donc oui, en général, c'est pas une idée géniale de poser aux gens des questions qui sont très vagues, qui par exemple ne spécifient pas comment vont être utilisées les recettes d'une taxe ou comment va être financé un investissement. Et donc on essaye justement de donner cette impression que rien n'est gratuit, tout a un coût. C'est-à-dire si c'est une subvention, il faut trouver des sources de financement. Et donc, on essaye d'ancrer ça. Donc, par exemple, ce sera des investissements d'énergie verte qui sont financés par la dette publique ou qui sont financés par une augmentation d'impôts. Et là aussi, on va, d'ailleurs, je vais pas montrer des détails là-dessus, mais on voit d'ailleurs le même schéma que pour les taxes carbone et leurs recettes, c'est-à-dire plus les sources de revenus sont progressifs. Par exemple, c'est financé par des augmentations d'impôts sur les personnes plus riches, plus c'est soutenu. Plus elles sont régressives, par exemple, c'est financé par une augmentation généralisée des impôts, moins c'est soutenu. Oui, c'est très important de donner une idée de politique en quelque sorte réaliste, qui ont un coût, et il faut spécifier comment sont utilisées les recettes. Absolument. Alors, peut-être une question de rebond qui est posée par Vincent Larouzé, alors qu'il était très attentif. Il a remarqué que dans les tableaux sur les régressions, les répondants pouvaient être classés de très à droite à très à gauche
Oui. mais que dans les variables, il n'y avait que gauche, centre et droite. Alors peut-être expliquer un peu comment vous avez fait le positionnement politique, et est-ce que, c'est une question personnelle que j'ajoute, comment est-ce que vous Oui, traitez cette question de droite-gauche dans des contextes politiques très différents? C'est-à-dire, je ne sais pas oui, comment oui. les répondants en Chine appréhendent la question par rapport à la France ou aux États-Unis, ou peut-être que la notion est plus classique, ou la liberté de réponse dans ce type d'enquête plus facile pour des répondants. Oui. Alors, je comprends juste pas la question entre droite, centre et gauche, où est-ce qu'on a réduit ça, mais en tout cas, en général, les gens sont classifiés comme, oui, très à droite, très à gauche, et on les classifie de façon économique, c'est-à-dire pour, euh, pour, pour vraiment garder ça constant à travers les pays, on classifie les partis, donc on leur demande plusieurs choses. L'une, c'est pour quel parti ils ont voté la dernière élection, ou quel candidat, en fonction du système électoral. Et ce candidat ou ce parti est, est classé sur une échelle en fonction des politiques économiques qu'ils ont. Et la façon dont on le classe, c'est en utilisant les données électorales pour ce pays. En général, les électeurs de ce parti ont une tendance à soutenir des politiques progressives, régressives, plus de dépenses gouvernementales, moins de dépenses gouvernementales. Donc c'est une sorte d'approche avec des données pour classifier en gros l'électeur moyen de ce parti. Et comme ça, on peut classer tous les partis. Par exemple, le Danemark a 11 partis, donc on ne fait pas à la main, on fait vraiment avec les attitudes à partir de données danoises des électeurs dans ce pays. Et ça nous donne ce genre d'échelle. Après, est-ce que le terme très à droite, très à gauche est le meilleur terme? C'est vraiment pour dire qu'on passe de le plus gauche à la plus droite. Donc c'est vraiment pour dire qu'il y a ce gradient. Et donc c'est comme ça qu'on essaye de rendre ça comparable à travers les pays. Mais à nouveau, comme c'est difficile de faire ça, et en général c'est difficile de faire des choses qui comparent des pays, c'est pour ça qu'on a ce document par pays. J'ai mis le lien dans le chat pour le site web de l'OCDE, où il y a, si vous allez tout en bas de la page, vous pouvez cliquer sur chaque pays et regarder. Et là, il y a les résultats sans classifier les gens à droite ou à gauche, c'est carrément par partie. Et on voit les résultats plus détaillés comme ça. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, je vois deux questions qui s'adressent plutôt à l'AFD. L'une de Zahra Toussoulé: le réchauffement climatique est causé a priori par l'Occident, quelle doit être la part des banques occidentales? Et deux, Margot Duhem: est-ce que l'AFD prévoit d'utiliser ces résultats dans le cadre de son aide publique au développement? Alors, je dirais plusieurs choses pour Zahra Toussoulé. D'abord, la question qui est responsable du changement climatique. Au plan scientifique, c'est clair que ce sont les émissions historiques. Vous pouvez les trouver, d'ailleurs, il y a de plus en plus de sites qui indiquent les émissions historiques. Il y en a aux États-Unis, qui est le premier émetteur historique. La Chine aujourd'hui est d'assez loin le deuxième. La France va arriver un petit peu plus loin. Mais en revanche, j'ai d'ailleurs écrit un article récemment là-dessus sur l'avenir de l'aide au développement. La logique des pays riches, pays pauvres, qui est celle qui a amené à la constitution de l'APD, n'est pas exactement celle des émissions de carbone, où les grands émetteurs de carbone ne sont pas nécessairement ne sont pas nécessairement toujours les pays les plus riches. Et encore une fois, je renvoie aux chiffres d'émissions actuelles, où il y a des pays historiquement développés, mais aussi des pays émergents plus récents, qui sont eux aussi des émetteurs de carbone. Si vous avez suivi d'ailleurs les débats de la récente COP, cette question des pertes et dommages, par exemple, commence à rentrer dans les débats internationaux, mais va permettre d'identifier des responsabilités historiques qui ne sont pas totalement conformes aux lignes classiques de celles de l'APD, même si elles les recouvrent en partie. Et pour répondre à la question de Margot Duhem, est-ce que ces questions rentrent en compte dans l'action de l'AFD? Oui, l'AFD aujourd'hui produit entre 5 et 6 milliards d'euros de finances climat par an. Donc la France est un très important acteur de la finance climat, largement d'ailleurs parmi les premiers de ce point de vue. En revanche, cette question des pertes et dommages a fait l'occasion d'annonces très récentes là, dans le cadre de la COP, avec la création d'un fonds qui s'appelle Global Shield. Donc oui, les réflexions qui sont présentées aujourd'hui sont utilisées globalement pour accentuer l'action climat de l'AFD, c'est une première chose. Et deux, et c'est peut-être même là encore que c'est plus pertinent, pour guider le type d'actions pro-climat qui vont être conduites et, comme je le disais en introduction, s'assurer que le volume de ce qui est entrepris ou la nature des actions entreprises ne sont pas conçues, j'allais dire, en laboratoire ou en chambre sans prendre en compte la faisabilité sociale ou l'acceptabilité sociale. Donc ça, qui peut se mesurer a priori, mais il y a aussi, comme l'expliquait Stéphanie Stancheva à l'instant, des questions de séquence
par exemple, sortir de véhicules plus polluants peut supposer d'avoir fait des investissements en amont, typiquement dans les transports publics. Et donc, faut vraiment se garder de l'idée dangereuse que ces questions de timing ou d'intensité ne seraient pas importantes, puisque au contraire, la manière dont des investissements vont être réalisés, ou dont il peut y avoir des enchaînements entre des investissements d'abord et ensuite des régulations, par exemple, va être d'une importance cruciale. Pas pour l'AFD, nous, ça nous intéresse vraiment beaucoup de tester ou d'analyser de quelle manière des populations d'un pays donné vont réagir, avoir un blocage a priori ou au contraire dessiner des cheminements logiques qui permettent d'organiser des transitions. Donc j'ai également des questions. Je vois de Canyon Lydie Gani. L'émergence n'est pas toujours avantageuse si certains contextes contribuent à la pollution. Donc ça, c'est bien sûr qu'il y a une corrélation entre le niveau progressif de développement et les émissions. Et donc, vous concluez d'une question assez générale. Qu'est-ce que vous conseillez pour une bonne lutte contre le changement climatique? Donc ça, c'est peut-être très, très vaste, Stéphanie. Je la compléterai en disant, là, vous avez testé quelques grandes politiques. Est-ce qu'il y en a, en plus des trois grandes catégories que vous avez présentées, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous semblent intéressantes et quels sont les types de questions que vous vous posez? Donc, quels sont les grands axes d'une bonne politique de changement climatique? Vous en avez encore une fois présenté quelques-unes, mais peut-être j'élargis légèrement la question. Oui, super. J'allais juste répondre aussi à cette question sur le niveau international en quelque sorte et la répartition au niveau international. Et j'ai réussi à juste mettre en ligne ces slides que vous pouvez peut-être voir. On pose aussi aux gens une série de questions sur à quel niveau est-ce qu'ils pensent que l'action climatique doit être prise. Donc, toutes ces politiques qu'on a étudiées, elles sont vraiment faites au niveau national. Mais on avait envie de comprendre aussi, est-ce que si on est de façon plus ambitieuse et hypothétique, est-ce que les gens ont des vues sur comment est-ce que ça doit être fait au niveau international? Et là, on voit simplement les réponses à la question, à quel niveau est-ce que les politiques climatiques devraient être idéalement mises en place? Est-ce que c'est au niveau global, tout en haut, au niveau fédéral, et dans le cas de l'Union européenne, niveau européen, au niveau national ou au niveau local? Et on voit très fortement cette compréhension que les politiques sont sûrement le plus efficaces si c'est au niveau global, c'est-à-dire au niveau international de façon coordonnée. Beaucoup de gens sont d'accord que ça, c'est le meilleur niveau. Et ensuite, au niveau national ou Union européenne, c'est à peu près la même chose. Et au niveau local, en fait, relativement peu de gens pensent ça. C'est normal, il y a plein d'externalités. Et une autre chose qu'on demande, c'est si votre pays, est-ce que ce que fait votre pays dépend de ce que font les autres? Donc, par exemple, si d'autres pays en font plus, est-ce que vous pensez que votre pays devrait en faire beaucoup moins, à peu près la même chose, plus ou beaucoup plus? Et on voit cette chose, en fait, qui est absolument contre ce que disent les économistes, qui est cette idée de bien public et tout le monde, si quelqu'un le fait, quelqu'un d'autre le fait, j'en ferai moins. Au contraire, on voit un vrai souci de coordination et d'équité, qui est, si d'autres pays en font plus, mon pays devrait en faire plus aussi. Donc, au lieu de se reposer sur l'action des autres, les gens disent non, au contraire, dans ce cas-là, il faudrait qu'on en fasse encore plus. Et l'autre chose qui est remarquable, c'est qu'il y a une très forte part de gens quand même, 30-40%, qui disent ok, même si d'autres pays en font plus, je devrais faire à peu près la même chose. Et le truc symétrique de ça, c'est si d'autres pays en font moins, je continuerai à faire la même chose. Donc c'est vraiment très intéressant que c'est pas du tout comme cette idée de chacun va se reposer seulement sur les autres. Et la dernière chose là-dessus, c'est où est-ce que je l'ai mis? Ok, c'est peut-être un peu compliqué à le montrer en... Ah, c'est ici. Ok, beaucoup de texte et c'est pas une slide très belle. Mais en gros, c'est pour demander aux gens si de façon hypothétique, vous pouviez répartir les coûts de gérer le changement climatique à travers les pays. Quel est le critère que vous voudriez adopter? Est-ce qu'un critère, c'est que l'émission devrait être en proportion à la population, ce qui veut dire en gros chacun a le droit de polluer de façon égale, chaque humain, et ça ne dépend pas du pays où on vit. Est-ce qu'au contraire, on devrait donner le droit de polluer en proportion des émissions actuelles? Donc, juste, tout le monde doit les diminuer en proportion des émissions actuelles. Est-ce que les pays qui ont pollué plus depuis 1990 devraient
devraient avoir le droit de polluer moins maintenant? Et est-ce que les pays qui sont plus impactés par le changement climatique devraient aussi avoir le droit de polluer plus? Et ce qu'on voit, en fait, pour résumer, c'est un des trucs les plus forts, c'est que les gens ont une très forte idée que chaque humain devrait avoir le même droit de polluer. Et donc, non, c'est pas une bonne idée que les pays qui actuellement polluent plus devraient réduire de façon proportionnelle, mais au contraire, chaque humain, en fait, devrait avoir le même droit de polluer, donc ça devrait être alloué en fonction de la population. Donc, je voulais juste vous montrer ça, comme ça collait bien avec la question d'avant. Et la question très, très grande sur quelles sont un peu les recommandations, en fait, c'est vraiment ce que j'avais mis dans la slide de conclusion, qui fait partie de la note CAE qu'on a écrit là-dessus, qui pour le coup aussi essaye d'être un peu plus concrète de façon en leçon politique et en implication. Et en gros, nos recommandations, c'était vraiment très fortement l'information, comme on en a parlé, inclut des façons pour que les gens puissent simuler les effets sur leur propre ménage. L'autre recommandation, c'était extrêmement important, séquençage. Donc, il nous faudra des taxes carbone à un moment. Il ne les faut pas aujourd'hui, puisque les flambées des prix sont des taxes carbone en quelque sorte aujourd'hui. Mais il nous les faudra. Mais il faut avoir ce double effet, d'incitation, de subvention qui aide les ménages à s'équiper et qui, dans le court terme, donne des transferts ciblés, vu les prix actuels de l'énergie, pour aider les ménages qui ne peuvent pas s'en sortir. Mais des prix de carbone annoncés avec des trajectoires qui augmentent. C'est exactement ce qu'il fait en Hollande d'ailleurs. Et comme ça, les gens peuvent anticiper, les entreprises peuvent anticiper et commencer dès aujourd'hui à substituer avec des aides du gouvernement pour les ménages qui sont à bas revenus à trouver des moyens de substitution. Et une des autres recommandations qu'on faisait, c'était que même si parfois c'est pas extrêmement facile de le faire ça de façon logistique et administrative, on voit que l'utilisation des recettes est extrêmement importante et donc s'engager à utiliser des recettes pour une cause, c'est-à-dire toutes les recettes des taxes environnementales vont être utilisées exclusivement pour l'environnement, que ce soit pour aider des ménages, des subventions pour s'équiper ou des transferts pour faire face au prix de l'énergie, ou alors pour des investissements en infrastructure ou en technologie bas carbone, mais il faut que ces revenus soient utilisés pour ça et ils ne soient pas utilisés pour autre chose. Et donc ça, c'est extrêmement important aussi. En plus des autres choses dont on a parlé. Merci beaucoup Stéphanie, ce qui est notre audience constatera que même sur des questions qui n'ont pas fait l'objet de présentation, comme celle de la justice ou de la perception de justice des réformes ou du burden sharing climatique, vous trouvez beaucoup d'éléments dans l'enquête. Et Stéphanie, vous avez pu, pendant que je parlais tout à l'heure, mettre le lien vers le portail de l'OCDE qui permet de retrouver ces données. Alors, je vois une question de Armand Chunke-Kopa sur pourquoi l'AFD ne mène pas une enquête sur le bassin du Congo s'agissant de l'exploitation forestière. Alors, il se trouve que ça a été fait, en fait, avec des collègues de l'IRD. Nous avons un projet qui, en utilisant de l'imagerie satellitaire, regarde l'évolution de la déforestation dans le bassin du Congo et l'impact comparé sur les zones où il y a des plans de gestion forestière et des zones où il n'y en a pas. Donc, je ne suis pas plus loin à ce stade, mais sachez que nous avons un projet de recherche qui d'ailleurs entre dans une phase 2 pour étudier l'évolution de la déforestation dans le bassin du Congo, mais ça n'est pas dans le cadre du jour parce que ni le Congo-Brazzaville ni la RDC d'ailleurs ne sont aujourd'hui dans les principaux émetteurs de CO2. Donc, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le choix qui a été fait de pays en fonction de leurs émissions. Je vois aussi une question pour vous, Stéphanie, donc de Éric Beugnot, collègue de l'AFD, qui nous dit le sondage semble davantage orienté vers les comportements et donc les blocages individuels éventuellement quant à leur évolution, moins sur l'innovation technologique. Vous avez des parties sur l'investissement dans les infrastructures. Mais quid de cette question de l'innovation, éventuellement de son intégration en politique publique? Est-ce que vous avez vu des choses ressortir dans vos enquêtes? Est-ce que ça vous semble être un paramètre important? Oui, non, c'est extrêmement important. Et en fait, on essayait de comprendre un peu les actions privées que les gens sont prêts à prendre. Donc ça, on en a parlé tout au début. Et ensuite, le soutien vers des politiques, disons, qui sont des types de politiques assez répandus en termes de propositions aujourd'hui ou des choses qui sont déjà mise en place dans quelques pays pour rester relativement proche de la réalité. Ce programme d'investissement dans les infrastructures vertes, ça inclut l'innovation, mais où les investissements dans les technologies bas carbone, c'est aussi quelque chose qui sous-entend l'innovation, et je pense qu'on le décrit comme ça aussi dans l'enquête. Donc on a ça.
On n'a pas de choses plus précises que ça sur l'innovation, simplement parce que ça semble peut-être être trop loin du secteur privé en quelque sorte et se rapprocher plutôt du secteur des entreprises, où je pense qu'il y a plein de politiques plus détaillées qu'on pourrait concevoir et auxquelles il faudrait réfléchir. Et ça serait peut-être quelque chose à regarder aussi. Très, très bonne observation. Je vois également une question de Alassane Amadou Anne qui nous demande: la Mauritanie fait-elle partie des pays exposés aux dégâts causés par le changement climatique? Donc celle-là, je vais peut-être prendre cette question-là. Je dirais oui, comme l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal juste à côté, les sujets d'érosion côtière sont assez importants et font partie des programmes qui peuvent donner lieu à des investissements pour réduire les conséquences du changement climatique. Je ne suis pas familier des conséquences dans le domaine agricole, mais je sais que sur l'Afrique de l'Ouest, globalement, les modèles climatiques indiquent une baisse des précipitations attendues sur un horizon 20 ou 30 ans. C'est assez fort sur le Sénégal, donc je pense que ça doit aussi toucher l'ouest du Mali ou la Mauritanie. Donc j'imagine que dans le domaine agricole, il y aura aussi des conséquences, en plus de l'élévation de la température, qui est un phénomène évidemment global. Alors écoutez, cher public, je crois que j'arrive au bout des différentes questions qui ont été posées. Sur la question qui avait été posée sur le bassin du Congo, donc vous pouvez trouver dans le chat l'étude d'évaluation d'impact qui a été publiée. Donc je vais peut-être me retourner maintenant vers Stéphanie. D'abord, vous remercier à nouveau d'avoir pris le temps d'être avec nous et de répondre à de nombreuses questions. Est-ce que ah pardon, alors je vois une protestation sur la Caraïbe, pardon. Donc on était interrogé sur pourquoi la Caraïbe n'a pas été enquêtée. Éventuellement, est-ce qu'il y aurait des choses que vous vouliez signaler dès lors qu'on a une région plutôt constituée de petits États insulaires? J'imagine que c'est pour des raisons de niveau d'émission. Mais voilà, je reçois les remerciements de Mylène Lerigab qui s'interrogeait sur cette question des Caraïbes et des petits États insulaires. Et puis peut-être plus généralement, donc Stéphanie, vous remercie à nouveau de votre temps et de votre présentation très, très claire et pédagogique. Et si vous souhaitiez adresser quelques messages à titre de conclusion. Voilà, je vous cède la parole en vous remerciant à nouveau pour l'AFD bien sûr, mais aussi pour tout notre public. Merci beaucoup à tous. C'était des questions très, très stimulantes et très importantes et j'espère que ça va générer des réflexions. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à m'envoyer un email. Et merci encore pour l'invitation. C'était vraiment tout un plaisir pour moi. Et je vous dis à très bientôt et courage pour tout le travail. Bien, également, donc, à bientôt à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour d'autres rencontres du développement. Ce type de rencontres sont en général remises a posteriori en ligne pour celles et ceux qui souhaitent les revoir. Voilà, j'espère que nous aurons traité l'essentiel des questions. Et je vous salue. Passez toutes et tous une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.